Bienvenue dans Anyone Can Scale, chapitre 4. Alors dans ce chapitre, on va aborder une question qui est une question assez difficile pour les sociétés françaises en général, celle de l'internationalisation. Le but du jeu dans ce chapitre, c'est pas forcément de vous apprendre à internationaliser, mais c'est de vous faire réfléchir au sujet le plus tôt possible. Il est fort probable que vous puissiez regarder ce chapitre bien avant de commencer vos efforts d'internationalisation afin d'avoir les bons réflexes et peut-être le re-regarder au moment où vous allez rentrer dans le vif du sujet. C'est hyper important de penser l'internationalisation le plus tôt possible. Ça commence par un truc à la con, le nom de votre entreprise. Alors, si vous avez déjà un nom franco-français et que vous avez des ambitions mondiales, je suis désolé pour vous, ça ne va pas marcher. Alors, je sais que tout le monde adore me raconter l'histoire de covoiturage.fr qui est devenu Blablacar. Je suis désolé de vous le dire les gars, jusqu'à aujourd'hui, les URL entre covoiturage.fr et blablacar.com, c'est la merde. Si une boîte pareille a eu autant de difficultés à changer de nom, imaginez pour une boîte qui vaut 2 fois moins, 3 fois moins ou 4 fois moins et qui n'aura pas tous les moyens. Les changements de nom sont extrêmement difficiles à mettre en place. Les changements de nom et les changements d'identité sont des choses qu'il vaut mieux éviter. C'est pour ça, avoir un nom plus international dès le début, ça aide. Et puis, c'est aussi une façon d'envoyer un message. Envoyer un message à tous les gens qui vous rejoignent en leur disant que votre ambition, elle est réellement mondiale. Si vous vous appelez plouk.com, il est fort peu probable que les gens pensent qu'un jour, vous allez conquérir les États-Unis avec un nom pareil. Évidemment, le nom, c'est un détail. Il y a plein d'autres choses que vous pouvez mettre en place dès le début, dès le premier jour de votre entreprise. Par exemple, ne pas coder le langage en hardcode, mais en faire des variables avec des fichiers multilangues que vous pouvez changer dès le début. Ça, c'est pour les geeks. Vous pouvez aussi essayer de faire l'ensemble de vos documents internes en anglais, même si 100% des gens parlent français. Par exemple, une des boîtes les plus inspirantes de notre portefeuille sur ce sujet-là fut Algolia. Algolia a décidé de parler anglais dès le premier jour, alors qu'il n'y avait que 2 fondateurs français dans la salle. Pourquoi? Parce qu'ils voulaient ne pas être un environnement hostile pour les éventuels étrangers qui les rejoindraient plus tard. Vous pouvez vous dire, c'est exagéré. Il n'empêche, aujourd'hui, Algolia est l'une des boîtes qui attire le plus d'étrangers à Paris et qui a l'un des environnements de travail les moins toxiques et les moins hostiles aux étrangers parce que la langue est une vraie barrière. D'ailleurs, il faut comprendre que cette barrière, elle est profondément ancrée dans la culture française. Par exemple, moi, j'ai très souvent été à table dans des situations où il y a 5 ou 6 Français autour de la table, un seul étranger, et tout le monde parle français, et tout le monde ignore l'étranger. Pourquoi? Parce que la France est super inadaptée à l'internationalisation. On n'a pas l'habitude du multiculturalisme, on a des valeurs comme l'intégration, la laïcité, etc., qui sont des valeurs universelles, et on pense que le génie français est un génie universellement reconnu. Alors évidemment, il y a du vrai là-dedans. La France a une très belle image de marque pour le tourisme, pour l'alimentation, pour tout ce qui est autour de la joie de vivre et du plaisir de vivre. Mais la France n'a aucune réputation en ce qui concerne l'entrepreneuriat. Lorsque vous êtes un entrepreneur français et que vous attaquez le monde, vous avez à peu près le même nombre de clichés que si vous êtes noir dans une université d'Ivy League. Même si vous êtes très intelligent, les gens penseront que vous êtes là parce que vous avez été favorisé par la discrimination positive. Et ben c'est un peu la même chose quand vous êtes un entrepreneur français à l'étranger. Les gens vont penser que vous êtes là simplement pour faire beau, pour la joie de vivre, pour la Tour Eiffel, mais ne vont pas vous prendre au sérieux. Alors c'est pas grave, c'est pas un sujet sur lequel vous devez vous attarder, c'est un sujet que vous devez régler. Et ça passe par des décisions fortes à prendre dans votre entreprise pour que l'international ne soit pas une lutte, ne soit pas un calvaire. Un autre élément que vous pouvez faire très tôt concernant l'international, c'est de recruter des étrangers à Paris dans votre équipe. D'ailleurs, petit conseil, faites-le tôt parce que quand vous recrutez des étrangers, vous avez accès à des profils extraordinaires. C'est extrêmement dur pour un étranger qui vit pour des raisons personnelles à Paris de trouver un emploi dans une entreprise française. Pourquoi? Parce que la plupart du temps, il ne parle pas correctement français ou il n'a pas un français suffisant pour pouvoir travailler en français. Et ne pas avoir un français suffisant pour pouvoir travailler est un véritable obstacle à leur carrière. Ça donne un pool de talents au-dessus du niveau qui est accessible parce que les autres boîtes ne jouent pas le jeu. Profitez-en pour jouer le jeu, profitez-en pour être un environnement hyper adapté à l'international.
Vaut-il mieux recruter quelqu'un sur place à l'étranger ou envoyer quelqu'un de votre bureau? Ce sera le sujet de la prochaine séance. J'espère que vous êtes prêts à aller à l'international, à conquérir le monde. On va y aller ensemble, on va y aller fort. Bienvenue dans Anyone Can Scale, chapitre 4, Scale le monde.